Voilà, une autre étape dans notre journée qui est tournée autour de la fin de vie, un sujet, une question qui est débattue depuis des années, mais particulièrement depuis ces 3 dernières années, et qui a donné lieu à un premier texte de loi en 2 volets, un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide active à mourir. Prenons un tout petit peu un champ plus large. Quand la maladie survient, ou les marques de l'âge, c'est une nouvelle étape de la vie qui survient. Affrontement à la vulnérabilité et éventuellement à la dépendance. Cela peut conduire à ne plus pouvoir faire certaines choses. C'est l'étape des jamais plus. Face à cela, une demande de soins et les soignants accompagnent. Pour nous, c'est toute une aventure de relation, mais pour le patient, ça demande la foi. Pas forcément la foi religieuse, mais c'est une sacrée confiance qui est demandée pour se remettre son corps, y compris dans des gestes intimes, entre les mains des soignants, avec l'espérance qu'ils seront respectueux de nous. Cet après-midi, nous allons réfléchir ensemble autour de la fin de vie. Pour commencer, je crois qu'il est nécessaire de dire que la fin de vie, ça n'existe pas. La fin de vie. C'est des personnes qui sont affrontées à un moment de leur vie, à la fin de leur parcours de vie. Et pour chacun, c'est unique, même si éventuellement ça sera en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a un côté unique, singulier. Il y a des personnes en fin de vie. Et cela dépend de l'histoire personnelle, du parcours de santé, de l'environnement familial, amical, etc. Nous ne répondrons pas à toutes les questions. Mais l'enjeu n'est peut-être pas d'avoir des réponses toutes faites immédiatement applicables, mais dans la réflexion éthique, un gros mot pour dire comment nous réfléchissons pour prendre une décision la plus juste possible. Eh bien, cela demande de se poser des questions, à la fois personnellement, mais aussi avec d'autres, pour aboutir pour soi à une décision éclairée, ajustée autant que possible, éclairée par la foi pour nous croyants, et pour des soignants, une décision qui soit la plus collégiale possible, parce qu'aucun n'a la vue complète sur la personne ou l'étape où elle en est. C'est toujours donc une aventure singulière et en même temps collective. D'autres sont acteurs ou impactés par ce qui arrive. J'en suis témoin comme prêtre lors des funérailles. On entend comment la famille a été diversement bouleversée par ce qui s'est passé. Et j'en profite pour préciser, si j'ai été sollicité, c'est parce que je suis prêtre, mais pendant 40 ans j'ai exercé la médecine, notamment auprès d'enfants, et pendant mes études de médecine, j'ai participé aux premières réflexions autour des soins palliatifs en Angleterre et en France. Alors, nous allons entendre 4 témoins qui vont non pas présenter la totalité de ce dans quoi elles sont engagées, mais chacune apportera sa contribution. Pascal Clavier, qui est médecin de soins palliatifs, et qui nous présentera, au fond, si vous mourrez cet après-midi, ou si cet après-midi vous entrez dans cette étape de fin de vie, quelles seraient les règles qui vont s'appliquer. Voilà. Ensuite, Valérie, qui est orthophoniste. On a trouvé que c'était important de ne pas avoir tous les médecins, mais Valérie travaille comme orthophoniste hospitalière auprès d'adultes, notamment en neurologie, à l'assistance publique de Paris, et elle participe à une instance, le Centre d'études cliniques, qui est une instance éthique de l'assistance publique de Paris. Elle nous présentera
de façon neutre la loi telle qu'elle a été votée. Je crois que c'est important que nous prenions le temps d'entendre ce qui est envisagé aujourd'hui. Ensuite, Anne-Claire de Bayambé, qu'on a eu la chance d'écouter, de Bayancourt, pardon, décidément, c'est souvent que je fais cette erreur, pardonne-moi. On a eu la chance d'écouter Anne-Claire lors d'un débat public déjà, et ça nous a semblé intéressant d'entendre comment un médecin de ville accompagne des personnes en fin de vie, avec cette promesse de ne pas lâcher la main, comme on pourrait dire. Elle aurait voulu être avec une collègue, mais auxiliaire de vie, Émilie est en vacances parce que cet été, elle n'a pas pris de vacances pour suppléer les familles qui, elles, étaient en vacances. Et puis, on entendra à nouveau Claire-Marie, que plusieurs, je pense, nous avons entendu ce matin, partir de son expérience, de son itinéraire de vie, elle qui vit à Lourdes et qui, justement, vit avec cette espérance chevillée au corps que Dieu donne la vie, nous appelle à vivre. Eh bien, Pascal, je te cède la parole. Alors, je m'appelle Pascal Clavier, je suis médecin, j'ai 54 ans, c'est un petit moment que j'ai mon diplôme de médecine. Et depuis 7 ans, je travaille en unité de soins palliatifs. Alors, pas dans notre bureau de l'île de 16, mais dans celui d'à côté, dans un hôpital qui s'appelle Forcy, qui est donc dans Seine-et-Marne, dans le 77. J'aurais des tonnes de choses à vous dire, mais je suis limitée, donc je ne vais pas parler que de ce dont on m'a demandé. Je tiens quand même à vous dire qu'on va parler de choses qui sont difficiles parfois, et qui peuvent réveiller chez certains d'entre vous des souvenirs douloureux. Je m'en excuse, ce n'est pas le but de nos interventions, que de vous blesser. Nous sommes là pour cheminer ensemble, réellement. Aujourd'hui, la médecine s'est beaucoup transformée. Elle a fait d'énormes progrès depuis 50 ans, que ce soit en termes de traitement pour guérir, que ce soit en termes de traitement pour soulager. La société a évolué également, et lorsque, il y a 50 ans, le médecin était tout puissant et savait tout, et c'était parole d'évangile, pardonnez-moi. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, la médecine oblige les médecins à parler avec leurs patients, ce qui est plutôt bien, à leur expliquer leur maladie, à leur expliquer les traitements qui sont proposés, et leur laisse la liberté d'accepter ou non, que ce soit des examens pour poser des diagnostics, que ce soit les traitements qui leur sont proposés. Je sais beaucoup d'entre vous vont me dire que ce n'est pas encore le cas partout, mais on essaye, on tend vers cette coopération, ce qu'on appelle nous l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire de pouvoir pas travailler pour les patients, mais de travailler avec les patients, avec chacun nos compétences, quels que soient nos métiers ou notre place, c'est-à-dire que les patients ont aussi un travail à faire. Cette évolution, elle remonte à 25 ans, 30 ans. La première loi qui a permis cette évolution, elle date de 1999, comme vous pouvez le voir, c'est assez récent. C'est une loi qu'on appelle la loi Kouchner, du nom du député qui l'a présentée, et qui a effectivement demandé à ce que les patients aient droit au chapitre pour leur prise en charge. Cette loi, elle a dicté le fait que tout patient a le droit de dire non à son médecin. Ça vous paraît évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et ça a beaucoup heurté le milieu médical. Mais comment ça, les patients ont une voix, en fait, ils ont le droit de penser? Eh bien oui. Les deux grandes lois qui régissent actuellement notre philosophie, je dirais, de prise en charge des patients en fin de vie, sont des lois dont vous avez probablement déjà entendu parler. D'abord la loi de 2005, qui s'appelle la loi Léonetti, du nom d'un député qui est médecin également, qui, c'est assez rare pour le souligner, a été votée à l'unanimité par le Parlement en 2005 et qui couvre réellement les droits à l'accès aux soins palliatifs. Alors
Alors je vais juste faire un petit point sur ce que sont les soins palliatifs, parce que, comme toujours dans notre belle langue, ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et c'est mieux si on a une définition commune. Les soins palliatifs, ce sont tous les soins qui sont apportés au patient qui est porteur d'une maladie, en règle générale grave, qui peut mettre en jeu son pronostic vital, c'est-à-dire qui peut entraîner à plus ou moins longue échéance, on va partir dans ce sens-là plutôt, qui peut entraîner un décès, qui risque de le conduire vers la fin de sa vie. Ça veut dire, comme vous pouvez l'entendre dans cette définition, que les soins palliatifs, ce n'est pas les 3 derniers jours, ce n'est pas l'agonie, qui est encore une étape particulière, qui bien sûr fait partie des soins palliatifs, mais les soins palliatifs, c'est beaucoup plus grand. Comme j'aime à le dire lorsque j'interviens, sans vouloir vous déprimer, nous sommes tous en soins palliatifs. En fait, je suis désolée de vous annoncer comme ça, mais on va tous mourir un jour. Le plus tard possible, plaise à Dieu, mais on va tous mourir un jour. Donc, quelque part, on est tous en soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont apportés non pas dans un but de guérison d'une maladie, quelle qu'elle soit, mais dans un but de pallier aux symptômes et aux handicaps qui sont entraînés par la maladie dont on est porteur. C'est pour ça que de plus en plus dans les hôpitaux actuellement, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de cancers, on essaye d'être présent, ceux qui travaillent en soins palliatifs, au moment même des annonces, notamment de maladies un peu avancées, de manière à ce qu'il y ait une continuité dans la prise en charge et d'expliquer, encore une fois, que les soins palliatifs, ce ne sont pas les 3 derniers jours de vie. Pour en revenir à la loi Leonetti, cette loi a dicté dans la loi que tout patient atteint d'une maladie grave dont le pronostic est engagé à plus ou moins court terme a le droit de bénéficier de soins palliatifs. On est en 2005 quand cette loi a été dictée. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, il existe encore un certain nombre de départements français qui n'ont aucune unité de soins palliatifs. Il y a encore du chemin à faire, même si cela fait 20 ans, il y a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre pour que tout le monde puisse avoir un accès. Aujourd'hui, on estime que la proportion de ceux qui auraient besoin d'être accompagnés en soins palliatifs et qui malheureusement ne le peuvent pas par manque de structure, c'est à peu près la moitié des gens qui sont en soins palliatifs, ce qui représente une grande proportion. Cette loi, elle a pérennisé ce que la loi 99 avait déjà existé, c'est-à-dire la possibilité pour les patients d'être accompagnés d'une personne qu'ils désignent eux-mêmes et qu'on appelle la personne de confiance. Cette personne, elle est là, le médecin ne peut pas lui dire non, vous ne rentrez pas, je vous vois le patient seul à seul. Là encore une fois, c'est la loi. Et cette personne, elle est là pour écouter ce que disent les médecins, pour pouvoir reprendre avec le patient ce qui a été dit, parce que ce n'est pas toujours facile d'entendre ce que les médecins disent, et pour également témoigner de ce que le patient souhaite pour lui-même quand il n'est plus en état, en capacité de pouvoir le dire, quelle que soit la raison. La loi Leonetti a renforcé ce dispositif de manière à ce que les personnes ne soient plus seules, les patients ne soient plus seuls lorsqu'ils reçoivent un diagnostic un peu difficile. La loi Leonetti a également permis la possibilité d'écrire les directives anticipées. Alors c'est un gros mot, hein. Les directives anticipées, vous avez tous et chacun la possibilité, quel que soit votre état de santé, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez malade, vous avez la possibilité d'écrire ce que vous souhaiteriez pour votre fin de vie ou si vous êtes atteint de troubles particulièrement handicapants. Je pense aux troubles cognitifs notamment, aux troubles neurologiques. Il y a des choses qu'on est prêt à accepter, d'autres pas. Les médecins sont dans l'obligation de rechercher ces directives anticipées lorsqu'une question de traitement plus ou moins vital se pose, ou pas vital d'ailleurs, parce que parfois c'est juste savoir si on continue une chimiothérapie ou pas. On est censé, alors je dis parce que je me mets dans le rôle des médecins bien évidemment,
on est censé rechercher ces directives anticipées. Toute personne majeure a le droit d'écrire ces directives anticipées. Le mieux, c'est quand même de les avoir à portée de main pour qu'on n'ait pas à faire des fouilles archéologiques pour les retrouver. C'est important pour qu'on puisse respecter la volonté des patients. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'on continue tel traitement? Si on l'arrête, on sait que la mort va survenir plus rapidement. Si on maintient ce traitement, certes, la personne va vivre potentiellement plus longtemps. Je vous rappelle que la médecine est une science inexacte. Mais à quel prix? À quelles conditions? Si on maintient tel et tel traitement? C'est des questions éthiques, là, pour le coup, évidemment éthiques, que l'on se pose tous les jours par la force des choses. Cette loi a été mise en œuvre dès 2005. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui aient écrit leur directive anticipée, ni des idées de personnes de confiance, si vous n'avez pas été hospitalisé récemment, ce que je souhaite. Et puis, le législateur a trouvé qu'il manquait quand même des choses. Donc, il y a eu une deuxième loi, en 2016, qui a été portée également par M. Leonetti, mais aussi par un autre député qui s'appelle M. Claes, qui a donné donc naissance à la loi Claes-Leonetti. Cette loi confirme la personne de confiance, les directives anticipées, en les modifiant un peu. Aujourd'hui, vous pouvez écrire vos directives anticipées sans être obligé de les renouveler tous les 3 ans. Elles restent valides tant que vous ne les modifiez pas. Et puis, elle a ouvert un nouveau droit. Ce droit-là, c'est le droit que tout patient a de faire la demande d'une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire que tout patient qui arrive dans cette dernière étape de la vie, liée à une maladie grave et mortelle, a la possibilité de demander à être placé dans un coma artificiel, ce qu'on appelle une sédation dans notre langage, de manière à ne plus être conscient de ses derniers jours de vie. Alors attention, la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui ne légalise aucunement ni l'euthanasie. L'euthanasie, c'est le fait qu'une personne apporte une substance mortelle à une autre qui l'a demandé, ni un suicide assisté, c'est-à-dire là, c'est le fait d'apporter une substance mortelle que le patient va prendre de lui-même, sans qu'il y ait intervention de tiers. Dans l'euthanasie, il y a l'intervention d'une infirmière, d'un infirmier pour injecter, ça se fait en règle générale par voie veineuse, pour injecter le produit mortel. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ne peut être mise en place que sous certaines conditions qui ont été bien établies par la loi. La première est qu'il faut que ce soit le patient qui le demande. Dans mon unité, on a beaucoup de familles qui nous disent « Non mais là, c'est pas possible. Mon père, ma mère n'ont pas voulu être dans cet état. » Mais le père et la mère en question ne sont plus en état de demander ou de dire ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Et c'est vraiment important, et nous insistons en permanence sur le fait qu'il n'y a que le patient ou la patiente qui puisse demander cette sédation. Le deuxième critère impératif est qu'il faut que ce patient-là soit porteur d'un symptôme que malgré tous nos efforts de médecins, nous n'avons pas réussi à soulager. Aujourd'hui, 95% des douleurs physiques, je parle de douleurs physiques, sont soulagées. Alors ça peut être malheureusement les 5% qui restent, ça peut être d'autres symptômes inconfortables, physiques, mais ça peut être aussi une grande souffrance psychique ou spirituelle. La demande se doit d'être réitérée. On ne peut pas dire aujourd'hui j'ai décidé, j'en ai marre, il faut que vous me sédatiez. On va prendre quelques jours pour discuter avec le ou la patiente de manière à éprouver le fait que ce ne soit pas sur un coup douloureux, par exemple, que la demande est faite et qu'on ne peut pas soulager le trouble. Le troisième critère, qui est probablement le plus difficile, c'est le critère du pronostic. Le législateur, dans sa grande sagesse, a hésité qu'il fallait que le pronostic soit engagé à court terme. Merci. Ça veut dire quoi court terme? Tout
est relatif dans notre monde. Aujourd'hui, la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins galactique, qui est notre société mère, et les experts ont réfléchi sur cette question et il est admis un délai que les médecins estiment à 7 à 10 jours. Je me défie qui que ce soit de déterminer combien de temps il reste à vivre. On a des éléments, bien évidemment, qui nous permettent de dire que là, il reste plus beaucoup de temps, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Enfin, la dernière obligation de cette loi, c'est la tenue d'une procédure collégiale, c'est-à-dire que les soignants vont se réunir, médecins, infirmières et soignantes, mais également les paramédicaux, orthophonistes, kinés, psychomotriciennes, psychologues, les intervenants du domicile, on les invite, ceux qui ont pris en charge le patient avant, les oncologues par exemple, ou les neurologues. On se réunit tous ensemble et on réfléchit ensemble pour savoir si la demande du patient entre bien dans les critères de la loi. La décision est prise uniquement par le médecin référent, celui ou celle qui s'occupe du patient, qui est en charge du patient. On a également l'obligation de tracer dans le dossier médical le pourquoi, alors d'abord la tenue de cette procédure, mais aussi le pourquoi on accepte ou on refuse la mise en œuvre de cette sédation. Voilà, en l'état, la loi aujourd'hui, ce qui est pratiqué dans les unités de soins palliatifs. Valérie Landolfini, je suis orthophoniste, comme l'a dit le père Yves Petiton, auprès d'adultes dans un hôpital parisien, et cela depuis 32 ans, effectivement, je suis un petit peu plus âgée que Pascal. Voilà. Auprès des patients, en tant qu'orthophoniste, je suis attentive à leur langage, à leur communication, à leur façon d'être encore capables de prendre une décision pour eux-mêmes, et je suis aussi attentive à leur faculté de déglutition. Vous savez, encore manger ou boire, est-ce que ça passe bien ou est-ce que ça passe de travers? Je sens que ça fait écho chez certains, c'est souvent un gond là où tout bascule. Ce qui m'a amené assez rapidement, au cours de ma pratique, à me former en éthique, à la fois à la réflexion éthique, mais aussi à l'éthique clinique. Et je suis engagée avec la Mission de France et je participe au sein du diocèse au groupe de bioéthique diocésain depuis 2019. Alors aujourd'hui, il m'a été demandé, non pas de faire un témoignage, mais de faire ce pas de côté, neutre, et de vous présenter le projet de loi fin de vie en cours. Je déclare être adhérente à aucune association, qu'elle soit favorable ou opposée à ce projet fin de vie. Si, comme certains d'entre vous, je suis croyante et soignante, nous n'en demeurons pas moins, toutes et tous, des citoyennes et des citoyens, qui mourront un jour, nous l'a rappelé Pascal, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Alors, qu'allons-nous en faire? Et même si je veux croire qu'aucune loi ne nous fera jamais faire l'économie de la réflexion, je sais aussi que la loi donne un cadre et des repères pour mieux vivre ensemble. Et si la loi ne remplace pas l'éthique, je crois vraiment qu'elles ont quelque chose à voir ensemble. Et souvent, je me dis, avec la réflexion éthique et les lois, je suis tranquillement installée dans un jardin à la française, à gauche, où tout est bien taillé, tout est bien rangé, rien ne dépasse, tout est à sa juste place. Mais dans la rencontre au quotidien avec les personnes qui souffrent, je suis plutôt dans un jardin à l'anglaise, avec les arbres qui ont poussé un petit peu plus vite que d'autres, des arbres qui font de l'ombre sur le trajet, des buissons avec des épines et des massifs odorants et colorés. C'est un peu ça la vraie vie. Alors dans ces cas-là, je reprends assez volontiers la définition de l'éthique proposée par Paul Ricoeur. Une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Alors, depuis la loi de 2016 que nous a présentée Pascal, que s'est-il passé? Eh bien, en France, dans le cadre des révisions régulières de lois de bioéthique, à peu près tous les 5 à 7 ans, et vous en avez certainement entendu parler par rapport au début de la vie, avec la procréation médicalement assistée, c'est un peu normal de se questionner entre les avancées de la science et les lois. Aussi,
6 ans après la loi Leonetti-Claes de 2016, le Comité consultatif national d'éthique, le 13 septembre 2022, dans son avis 139, après avoir fait le constat que 5% des personnes ne sont pas soulagées par les soins palliatifs, même s'ils sont très bien menés, qu'il est parfois et souvent difficile d'obtenir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, que la mort dans la société a une place un peu particulière, ultra présente dans les jeux vidéo auprès des jeunes, mais effacée dans la société. Tout ça, ça a amené le CCNE, qu'on appelle, à tirer cette conclusion. Il existe aujourd'hui une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes. À savoir que ce CCNE est composé de 45 membres, 8 des 45 membres n'ont pas signé cette conclusion. Voilà, donc le CCNE donne son avis en septembre 2022. Là-dessus, le président de la République convoque une convention citoyenne sur la fin de vie. 184 citoyens tirés au sort, vous en avez probablement entendu parler, qui ont travaillé de décembre 22 à avril 23 sur 9 sessions de travail. Vous pouvez retrouver les sessions de travail. C'était des professionnels, des associations qui venaient nourrir la réflexion de ces 184 citoyens. Vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Et donc, à l'issue de leurs travaux, leurs conclusions, se prononcent en faveur du développement des soins palliatifs et aussi de l'ouverture sous condition du suicide assisté et de l'euthanasie. Je ne reviens pas dessus, Pascal vous l'a parfaitement expliqué. L'euthanasie, un tiers intervient. Le suicide assisté, il s'agit d'une auto-administration. Voilà les travaux de la Convention citoyenne qui ont fait suite à l'avis du CCNE. Nous étions donc en avril 2023. Là-dessus, il y a eu des réactions par rapport aux conclusions de la Convention citoyenne. Le processus législatif a avancé petit à petit, il n'y avait pas que ça à traiter en France. Et fin mai 2024, la loi commençait à s'écrire et devait passer à l'Assemblée nationale. Mais, juin 2024, dissolution de l'Assemblée nationale, les travaux sont suspendus. Bon, on ne va pas commenter du tout la situation politique en France. On va passer à mars 2025, où le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, a décidé que cette loi continuerait son chemin, mais cette fois, elle serait en 2 volets, c'est ce qu'il demande, 2 volets interdépendants, mais 2 volets, l'un visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, et l'autre relatif au droit à l'aide à mourir. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est une étape. Nous sommes bien d'accord que ce n'est pas parce qu'un texte passe à l'Assemblée nationale que c'est un texte qui peut être appliqué. À ce jour, comme vous l'a redit Pascal, c'est bien la loi de 2016, Leonetti-Claes, qui est en cours aujourd'hui. D'accord? Donc ce que vous allez voir, c'est une étape, ce n'est pas définitif. Bien. Donc le 27 mai, qu'est-ce qui a été amendé à l'Assemblée nationale? Eh bien, les 2 volets de la loi Fondy, à la fois le volet soins palliatifs et le volet aide à mourir, qui ont été amendés. Alors, 305 voix pour, 199 voix contre, avec une majorité absolue à 253. Un droit à l'aide à mourir est institué, où l'auto-administration est la règle. L'auto-administration est la règle. Les 5 conditions qui ont été amendées par l'Assemblée nationale. Être majeur, donc pas de mineur, ni mineur émancipé. Être français ou résident étranger régulier et stable en France. Pas de tourisme pour venir mourir en France. 3e condition, être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage un pronostic vital en phase avancée ou terminale. Comme l'a souligné Pascal, c'est assez compliqué quand même d'envisager le pronostic vital. La Haute Autorité de Santé s'est mouillée un peu
Et donc, début mai 2025, elle a donné une définition de cette phase avancée et terminale. Elle a déclaré que c'était l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Donc voilà ce qui a été retenu. Quatrième condition, présenter une souffrance physique constante, réfractaire ou insupportable selon la personne qui la vit. Et la souffrance psychologique ne suffit pas quand elle est seule présente. Et cinquième condition que je trouve être peut-être la première, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, mais que j'articule forcément avec la troisième condition, c'est-à-dire être atteint d'une affection grave et incurable. Le volet sur les soins palliatifs a été amendé facilement à l'Assemblée nationale. Le volet sur l'aide à mourir, il y a eu 2500 points à revoir, à discuter. Une partie de ces points concernait ce point 3. Certains voulaient que cette aide à mourir concerne tout le monde, sans condition de maladie. Là, effectivement, aujourd'hui c'est la Saint-Luc, il va comprendre des soignants, très bien, on est bien concerné par ce thème. Mais cette condition-là, c'est bien la condition de la maladie grave et incurable à un délai particulier. Voilà les 5 conditions. Voyons à présent la démarche. Comment cela va-t-il se passer? La procédure, le malade en question, qui remplit ces 5 conditions, formulera sa demande par écrit ou selon tout autre mode d'expression adapté à ses capacités. Auprès d'un médecin en activité, qui devra se rendre auprès du patient si le patient ne peut se déplacer. Il aura le pouvoir d'informer le patient de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et s'assurer de l'aider. Il devra aussi lui proposer de l'orienter, lui et ses proches, auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre. Que se passera-t-il alors quand cette demande sera-t-elle examinée? En collégialité, il y aura un collège professionnel avec le médecin qui reçoit la demande du patient, un médecin spécialiste de la pathologie du patient et qui n'a jamais rencontré le patient encore, plus un soignant intervenant dans le parcours de soins du patient. La personne de confiance pourra être aussi associée à cette procédure collégiale, suivant la pathologie présentée. Si le patient avait besoin d'un éducateur près de lui, l'éducateur pourra aussi participer à cette procédure. Le médecin devra prendre sa décision motivée dans les 15 jours. Et cette décision sera valable 3 mois. Arrivera alors le moment où le patient recevra la décision du médecin. Le médecin, si la procédure collégiale a dit OK pour cette demande, le patient rentrera dans un temps particulier, un temps de 2 jours incompressible. Pendant ces 2 jours, il aura à accueillir la réponse à sa demande et définir, réfléchir s'il confirme ou s'il renonce. Il pourra toujours renoncer. Il aura alors, s'il accepte cette proposition, à la suite de sa propre demande, il pourra déterminer la date de sa mort, le lieu, sauf un lieu public, et ainsi que les personnes qui seront présentes autour de lui. Il y aura forcément un médecin ou un infirmier suffisamment près de lui. Et cet acte sera pris en charge par la sécurité sociale. Ce qui a été amendé à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y aura une clause de conscience. Une clause de conscience pour les professionnels refusant de participer à la procédure, avec le renvoi vers un confrère. Cette clause de conscience, elle s'appliquera aux soignants les plus proches, qui interviennent les plus proches du patient, mais pas le pharmacien qui aura préparé la substance létale. De même qu'un directeur d'établissement, un responsable d'établissement, là où est hébergé le patient, ne pourra pas s'opposer à ce que cette aide à mourir ait lieu. Ça, c'est pour la clause de conscience. A été validé, amendé également le délit d'entrave. Le délit d'entrave,
est vraiment calqué sur celui de l'interruption volontaire de grossesse. Il n'y a pas eu de délit d'entrave particulier pour l'aide à mourir, c'est vraiment reprendre les conditions du délit d'entrave pour l'IVG. Et puis il y aura un contrôle a posteriori. On peut se demander à quoi cela peut bien servir, mais si, c'est important un contrôle. Un contrôle qui va permettre un suivi. Ça va permettre de savoir, de tracer le nombre de ces actes, les conditions, est-ce que toutes les conditions étaient bien remplies. Et cette commission, elle sera composée de 2 médecins, 2 magistrats, 2 représentants des usagers et 2 personnes reconnues pour leurs compétences dans les sciences humaines et sociales. Et il sera important aussi de tracer la substance létale. Et tout ça, ça devra être rendu de façon annuelle au gouvernement, au Parlement. Voilà, et ça c'était peut-être un petit peu ce qui a manqué dans la loi 2016. Il n'y a pas eu de suivi, je ne parle pas de contrôle, mais de suivi, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains disent on n'arrive pas à avoir accès à cette possibilité de la loi 2016, et d'autres au contraire disent mais si, il n'y a aucun souci. Le fait qu'il y ait un suivi, c'est important dans ce droit. Donc voilà, ce n'était qu'une étape. La prochaine étape, normalement, ce serait le passage au Sénat. Nous savons qu'en ce moment, les choses sont un petit peu modifiées, retardées. Il n'y aura pas de passage au Sénat d'ici la fin de l'année. On ne sait pas quand cette loi amendée par l'Assemblée nationale sera réexaminée. Il y aura de toute façon des navettes. Ça n'empêche qu'en ce moment, voilà, prendre ce temps, les soins continuent au quotidien, au plus proche des besoins de ceux qui souffrent. Et je passe la parole à Anne-Claire. Donc moi je suis le docteur de Bayancourt, je suis médecin généraliste en ville dans une commune semi-rurale de l'Essonne, celle de Brice-sous-Forges. Pour ceux qui connaissent, c'est la commune du Carmel de Frileuse, et donc une petite commune de 5000 habitants. Et je suis les familles. La population vieillissant, il m'est donné d'accompagner la fin de vie, et on m'a demandé, moi, de témoigner de la manière dont je pouvais agir dans mon cabinet, ce que je faisais. Bon, j'étais un petit peu étonnée que Yves insiste autant. J'ai l'impression de faire peu. Et je fais pas avec ce que j'ai appris à la fac, parce que moi j'ai passé la soixantaine, donc je n'ai pas été formée, pas du tout, hein, ni aux soins palliatifs, ni à accompagner la mort. Il n'y avait pas de cours de psychologie dans les études de médecine. Et donc, voilà. Donc quand on parle du sujet de la fin de vie, je pense que c'est une thématique complexe et difficile, parce que ça fait appel à l'intime, et l'intime, quand j'en parle en consultation, pour me faire bien comprendre, je parle de quelque chose d'invisible, donc je fais appel à l'invisible, et je fais appel à comme ça en faisant des signes là, on a ici. Et ça fait appel aussi à notre vécu collectif et individuel avec la mort. Et je pense que c'est juste mon diplôme qui fait que j'ai une certaine légitimité pour parler devant vous, parce que je pense que la fin de vie et la mort n'est pas médicale. Donc moi, ça me fait plaisir que le public soit très large, parce que ce n'est pas médical. Parce que, comme dirait un enfant un jour, mais ça s'attrape comment la mort? Eh bien, ça ne s'attrape pas. Ça ne s'attrape pas, ça fait partie de la vie. Et alors, c'est une évidence. Je vois certains qui sourient, non, ça ne s'attrape pas. Donc, ben, il faut le dire. Il faut avoir les mots pour le dire. Ben, la mort fait partie de la vie. Et ça, c'est quelque chose que je dis toutes les semaines. Toutes les semaines. La mort fait partie de la vie. Et la
fin de vie, la question de la fin de vie et la mort, dans un cabinet, c'est sociétal, c'est-à-dire ta mort, votre mort fait partie de ma vie, parce qu'on est tous liés par cette humanité, on va tous mourir, ça on le sait, mais ce qu'on ne sait pas c'est comment on va mourir, et ça c'est vraiment une vraie question, donc je suis très étonnée qu'on me demande de témoigner là-dessus, parce que moi quand j'arrive au ciel, j'ai quelques questions à poser, mais celle-là, celle-là je la poserai. Donc je ne répondrai pas à la question du pourquoi, mais à la question de l'accompagnement. Alors avec des compétences professionnelles que l'on doit maintenir, ça c'est important. On apprend à faire des soins. Et il y a une grosse différence, même si au niveau du son c'est presque pareil, avec prendre soin. Je pense que prendre soin, il faut deux choses. Il faut déjà qu'il existe une rencontre one-one, une personne face à une personne. Donc ça, par chance, en cabinet libéral, en France, on peut encore faire cette médecine-là de la rencontre. Et après, il faut accompagner la vie jusqu'à la mort, parce que dans fin de vie, il y a vie, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est accompagner au sens littéral. Je ne suis pas très littéraire, hein. Vous avez compris, je suis plus scientifique, mais je ne sais pas pourquoi, avec l'âge, j'ai envie de parler de vous. Et accompagner, c'est prendre le pain ensemble, le partager. Donc, dans cette relation, moi, médecin de ville, face à mes patients, on est un peu ensemble, chacun à sa place, et pour rester à la juste place professionnelle, quelquefois en consultation, je me vois comme ça avec le bras, moi, c'est la distance égale à la proximité, je me vois faire ça dans ma tête, donc hop, quelquefois je recule sur mon siège, je redescends, donc c'est la distance de mon avant-bras, voilà. Ce ne sont pas mes amis, ils attendent de moi quelque chose, mais à un moment, on se rapproche un peu, voilà, on fait un peu comme ça. Alors, accompagner la vie, c'est pas seulement la vie biologique, bien sûr que j'ai besoin de certains examens complémentaires, et pour vous dire, moi en ville, je suis médecin du foyer logement de Brie-sous-Forges. Foyer logement, c'est résidence-service, hein, c'est souvent avant l'EHPAD, c'est après son propre logement, quand on ne peut plus être complètement autonome, on a besoin de certains services pour une durée de 5 ans à peu près, ou ça dépend, mais... et après on rentre en EHPAD. Et donc, oh, qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus. Je suis intimidée en fait. Ah oui, la distance égale à la proximité. Ah oui, certaines... non, mes patients, je les connais. Quand ils vieillissent, on vieillit tous, donc ils vieillissent, voilà. Mais quand ils arrivent au foyer logement, souvent, ils se rapprochent de leurs enfants. Et moi, j'ai besoin d'une consultation dédiée pour ça, que j'appelle la prise de contact, où je leur demande quels étaient le métier qu'ils faisaient. Donc, le dernier que j'ai accueilli, là, jeudi, bon, il avait la station-service. Donc, on a parlé de la station-service, le carburant. Je demande s'ils ont des enfants, puis je leur demande leur prénom et où ils sont. Et je demande qu'ils soient toujours accompagnés parce que moi je parle d'une dernière, je ne dis pas dernière, mais je dis cette étape de la vie. On la traverse rarement seul. Et ça je le dis parce qu'il y a beaucoup d'aidants parmi vous. Moi je m'occupe beaucoup des aidants en disant vous pouvez revenir seul en consultation. Parce que dans les fratries, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, il y a quelqu'un qui est désigné. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais cette personne désignée pour être auprès de ses parents, elle a le droit de dire quelquefois « stop ». Je le sais parce que dans ma fratrie, c'est moi qui suis désignée. Donc j'ai été désignée pour papa, et là pour maman, je viens de dire « écoutez, stop ». Parce que sinon, moi, je n'ai plus de maman. Donc c'est l'affaire de tous, c'est pas que l'affaire des médecins. Alors je vais vous donner, parce qu'on est pris par le temps, la vie, voilà, c'est ça que je voulais dire. La vie, c'est biologique, relationnel. Quelles sont les relations? C'est relationnel,
c'est sociétal aussi, c'est sociologique, je ne sais pas comment on dit, mais on appartient à un corps qui est notre pays et on vit les uns avec les autres. Donc c'est tout ça que j'essaye de servir. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, donc mon travail à 3 médecins généralistes dans ma maison médicale. J'avais un confrère qui c'était son repos hebdomadaire, donc j'accueille dans mon cabinet une dame de 85 ans. Il y avait un diagnostic de tumeur cérébrale. Et puis, bon, je fais ce que j'avais à faire au niveau pour la maladie. Et après, je lui dis, et vous, à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Elle me regarde comme ça, elle est un peu étonnée. Et puis, voilà, on se quitte comme ça. Elle était tellement étonnée qu'elle n'a pas parlé. Et puis, elle revient l'autre mercredi. Et puis, à un moment, je dis, il faudrait que vous retourniez voir votre médecin traitant. Et son mari me dit, elle n'ose pas vous le dire, mais elle voudrait que ce soit vous qui l'accompagniez pour cette étape de la vie. Alors, je lui dis, j'entends ce que vous me dites, mais comme on s'entend bien dans la maison médicale, moi, il faut que j'en parle à votre médecin. Est-ce que votre médecin traitant veut bien que ce soit moi? Et puis après, vous partez voir votre médecin traitant, quand vous voulez, vous êtes libre et tout. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, souvent on entend il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour la maladie. Mais pour le malade, il y avait encore à faire. Et je m'étonnais que ne jamais voir les enfants. Donc je demande, il y a des enfants, oui, et hop, on faisait toujours. Voilà que j'apprends qu'ils avaient adopté 3 enfants de Corée et que tout le monde était fâché avec tout le monde. Il ne restait qu'une fille qui restait en lien avec ses parents. Et alors, il y avait une souffrance du papa comme ça, c'était le bouclier, vraiment, quand on rencontre des gens comme ça. Et je dis à la dame, qu'est-ce que vous aimeriez pour cette étape? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et elle ne me disait rien, et je lui dis, si je vous donne une baguette magique, qu'est-ce que vous voudriez? Elle m'a dit, revoir mes enfants que je n'ai pas vus depuis 20 ans. 20 ans. Et donc, comme j'étais en contact avec une des enfants, je lui dis, écoutez, j'ai une demande à vous faire, est-ce que vous pourriez appeler votre sœur? Et elle viendra, mais elle ne viendra pas, on est très fâchés avec les parents, Je lui dis, je ne vous demande pas, je ne sais pas, je n'ai pas au stade où on regarde ceux qui ont tort ou raison. Là, il faut venir et c'est maintenant. Elle me dit au téléphone que ça ne sera pas possible. Et puis, cette dame, ça a été décidé, un maintien à domicile. J'arrive, je vois, elle était encore dans un lit à 2 places avec son mari. On était à quelques jours, mais comme on ne sait jamais quand on va mourir, je n'en sais rien. Moi, mais bon, c'était quand même un peu sportif. Je me suis dit, l'objectif, c'est qu'elle revoie sa fille. Et effectivement, un samedi, elle a fait une double embolie pulmonaire, donc les 2 artères pulmonaires qui se bouchent, c'est quand même très précaire. La fille est arrivée, elle venait de l'étranger, avec son fils de 18 ans que la grand-mère n'avait jamais vu. Le matin, elles ont eu un moment très sympathique, où il y a souvent un sursaut juste avant la mort, où elles ont pu se parler, et le surlendemain, la patiente est décédée. Alors sa fille, parce que je vais à l'enterrement de mes patients, c'est ma manière de lutter contre l'euthanasie, je vais à l'enterrement de mes patients, je les accompagne jusqu'au bout, et je leur dis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, c'est-à-dire je note dans mon calendrier, à cette dame j'avais dit je viendrai vous voir tous les lundis à 14 h, et donc je l'avais noté, j'avais noté pour 4 fois, mais je suis allée qu'une fois. Et la fille me dit, parce qu'à l'enterrement j'ai été la voir, je dis je vous remercie de ce que vous avez fait pour votre maman. Elle m'a dit le pire, c'est que ma mère, elle est en paix, mais moi aussi. Et moi, je vais mieux. Et la grande sœur de dire, eh ben, t'as été gâtée comme moi, hein. Tu te rappelles du fils prodige? Eh ben, toi, c'était pendant 20 ans, je supporte nos parents. Ah, ils sont pas marrants, les colères, les comédies, tout ça. Toi, t'arrives, t'as rien fait. Et c'est la fête. Alors voilà, c'était une page d'évangile juste dans notre cabinet. Deuxième exemple, bon, c'est plus difficile, mais c'était un jeune homme, 32 ans, diagnostic de leucémie aiguë. Vous savez à quel point ça peut aller vite dans ces cas-là. Moi, j'étais médecin traitant de sa conjointe
que je reçois en pleurs et qui me parle et que je dois arrêter pour qu'elle reste, qu'elle gère les visites à son conjoint et le soin à sa fille de 5 ans. Et au fur et à mesure des arrêts de travail, je dis, je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais si vous avez l'intention de vous marier, c'est maintenant. Et ce terme maintenant, comme on ne sait pas quand est la fin, on est dans un temps un peu suspendu dont on a fait l'expérience ce matin pendant la chanson pour Claire-Marie, d'un temps suspendu. On a l'impression que ça tient qu'à un fil, et moi je ne peux pas qualifier le terme quand je dis il faut vous marier. Si vous le souhaitez, c'est maintenant. Maintenant, c'est quand on tient la main, c'est juste. Mais ça n'est pas un repère temporel du cerveau, c'est un repère de la relation. Et donc, voilà, après on parlait d'autre chose, les consultations se passent, et puis elle me dit qu'un jour avant, on a annulé notre mariage, mon conjoint ne sortira pas de l'hôpital, on a annulé. À ce moment-là, j'ai encore osé dire, il existe une procédure spéciale pour les patients hospitalisés. Si c'est votre désir, renseignez-vous. Ils se sont mariés le vendredi soir à 18h30 avec l'officier d'état civil et le patient, le jeune patient de 32 ans, est décédé le lendemain matin à 9h. C'est vrai que c'est je suis troublée, moi, par ce temps que moi, je ne maîtrise pas, que j'appellerai le temps de Dieu, parce que, avec mes petits bras, des fois, je suis comme ça, je me dis, Seigneur, mais je ne sais même pas ce que je dois faire. Et il y a quelque chose de juste et bon. À la messe, ce matin, il est juste et bon. Enfin, juste. Donc voilà. Ah, tu me mets la belle chanson. C'est vrai que c'était une belle chanson. Alors, mes signes d'espérance, moi j'en ai beaucoup. J'étais très triste, vraiment triste. C'était le sentiment que j'avais à l'intérieur de moi quand le texte a été voté en première lecture. Comme j'ai passé la soixantaine, je me suis dit, si le texte passe, je changerai de métier. J'étais vraiment triste. Et je me suis dit, je vais essayer à mon petit niveau de soutenir ceux qui font quelque chose pour les soins palliatifs. Donc je suis allée à un congrès. Et un congrès, c'est une formation médicale sur 3 jours. J'étais au congrès de la SFAP, qui est l'Association française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et alors, j'y suis allée pour les soutenir, et c'est eux qui m'ont donné énormément. D'abord, je voulais le dire et en témoigner, ils attendaient 2000 personnes, il en est venu 3000. Donc, il y a une génération qui se lève, et des gens qui sont prêts à aller là où on leur dit d'aller, parce que ce qui porte au fond d'eux, ça a un écho chez d'autres. Très étonnant. Et alors, parmi ces 3000 personnes, il y avait 1500 personnes qui, pour moi, comme moi, venaient pour la première fois. Donc, tous ces débats sur la fin de vie, en fait, suscitent des questions. Et comme il y a des gens qui peuvent y répondre, il faut notre signe d'espérance, c'est d'aller les chercher là où ils sont. Et surtout, la jeunesse, il y avait 1000 jeunes de moins de 35 ans. Il y avait des étudiants en 3e année de médecine. Je ne sais pas comment vous avez été en 3e année de médecine, mais moi j'étais terrorisée par la technique. Je me disais, il faut que j'apprenne tout ça et tous les pavés. J'ai appris. Mais j'aurais jamais été dans un congrès pour trouver le sens de la pratique professionnelle. Donc il existe. Ça existe. Donc je vous ai amené des petites flyers pour le prochain congrès qui a lieu au mois de juin prochain. C'est ouvert à tous les bénévoles aussi. Et c'est pas que les médecins, c'est toutes les professions. Et donc c'est à Lyon, donc j'irai en juin, on peut y aller ensemble. Ça c'est important. J'avais demandé parce que je me vois comme un professionnel qui, par anticipation, ose proposer. Et donc j'avais proposé au directeur de l'hôpital de Calais, avec qui j'avais déjà discuté comme ça de notre attachement aux personnes. Et je lui ai proposé le congrès de la SFAP, elle est venue et elle a été enthousiasmée, alors je vous le partage, c'est un signe d'espérance, sur la formation dernier secours. La formation dernier secours, c'est le pendant de la formation premier secours. Vous savez qu'on a fait le brevet de secouriste pour apprendre dans la rue, s'il y a quelqu'un qui tombe, qu'est-ce qu'on fait?
souvent c'est sur 1 ou 2 jours. Et là, donc, il existe la même chose parce que dans notre société, hein, c'est soit les jeux de vidéo, vous l'avez bien dit, ou rien. Et donc, des mots, des gens qui apprennent qu'est-ce qui va se passer, comment on parle de la mort des derniers instants, c'est gratuit. Et donc, il y a des tracts qui sont là, et je vais finir parce qu'on me dit qu'il faut que je finisse, mais j'aime bien les gens, alors Monseigneur Pansard, dans sa très belle homélie tout à l'heure, l'a dit, nous professionnels de santé, et tous les gens, en gros, qui aiment les gens, on souffre, on souffre. Donc, il y a un petit livre qui s'appelle « Prendre soin pour mieux prendre soin des autres », prendre soin de soi. C'est un petit cadeau, vous en prenez un par personne. Normalement, c'est plus pour les professionnels de santé, puis quand il y en aura les autres, ils peuvent peut-être prendre un pour deux s'ils viennent à deux, je sais pas. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Voilà. Je vais vous poser une question. Vous avez peur tous de la mort? Pour moi, ça me fait très peur. Parce que le bon Dieu, il est si végé qu'il a abandonné la naissance. Pour moi, ça me fait peur de la mort. C'est un mauvais passage. Mais pour l'instant, la trisomie, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et le dernier, ce sera la dernière question. La Vierge Marie a tenu dans l'espérance au pied de la croix. C'est elle qui nous donne l'espérance. Quand on souffre, elle est notre mère à tous les médecins et soignants. C'est au pied de la croix que l'espérance, elle a donné, car Jésus ne nous abandonne jamais. Il supporte tout pour nous et il nous donne tout. Il faut lui demander. La Vierge Marie, elle veille sur nous tous et au cœur de la souffrance. Quand on souffre, c'est se tourner vers Jésus et Marie. On a tous les droits à supporter. Jésus nous aime et nous ne laissera jamais souffrir. Tenir bon dans l'espérance. Et les personnes seules, les malades, c'est aussi Jésus qu'on aime, comme Simon de Cyrène. Jésus, il a aimé toutes les misères du monde. C'est la miséricorde de tenir bon dans l'espérance et d'annoncer et proclamer que Dieu est là. Et la soyons joyeux. Que Dieu est là, que Dieu est là, l'espérance et d'annoncer et proclamer que Dieu est là. Soyons joyeux et non pas être dans la souffrance. Respecter la vie humaine qui est Dieu. Il faut choisir la vie et la protéger, car Dieu, il nous a tous fait tous différents, de vivre cette vie et de tenir dans l'espérance avec Dieu, car il est là, au milieu de nous. C'est la joie de l'espérance. Et toi, Seigneur, sois béni de m'avoir créé. Nous avons entendu beaucoup de choses, des présentations du cadre législatif, du cadre qui permet que les choses soient faites de façon le plus respectueuse possible, et en même temps aussi les questions soulevées par les évolutions possibles en cours. Voilà. Et on a entendu aussi, on a perçu à travers ces témoignages-là, comment c'est des personnes
qui accompagnent, qui sont engagés dans les relations et qui accompagnent en disant je ne te lâcherai pas la main, je ne te laisserai pas tomber. Et Claire-Marie qui nous redisait que cet accompagnement-là est enraciné dans le fait que nous aussi, nous sommes accompagnés par le Seigneur. Je vous propose que nous remettions ensemble à l'écoute des réflexions que vont partager les intervenants de tout à l'heure avec les questions. On n'aura pas le temps de répondre à chacune des questions. On essaie de le faire au mieux. Hein. Et comme on l'exprimait tout à l'heure, l'important, ce n'est pas les réponses, c'est les questionnements. Je crois que c'est inévitable, ça fait partie de ce qui nous est donné à vie. Par contre, ce qu'on peut effectivement, et c'est bien l'objectif, c'est de nous aider, de nous accompagner mutuellement dans ces questionnements-là, notamment à partir de l'expérience. Je vous propose, Anne-Claire, je te laisse démarrer. Pascal. Pascal. Alors, je suis. La fatigue de fin de semaine. Il y a Pascal qui a dit je suis une fille. Les filles de mon prénom, ils prend un peu parce que je suis une fille. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions. Il y en a une, c'était par rapport à l'augmentation de la morphine. La morphine n'est jamais augmentée pour un cancer. Jamais. Voilà, je vous le dis. C'est interdit par la loi, en fait, aujourd'hui. La morphine, elle est mise en place pour soulager la souffrance. Lorsque j'ai un patient qui ne présente pas de souffrance physique, de douleur physique, mais il peut arriver que malgré tout, je le sédate, je mette en œuvre une sédation, parce qu'on arrête par exemple une machine qui me fait respirer, mais pourtant je ne vais pas morphine puisqu'il n'y en a pas besoin. La morphine, que le patient soit conscient, dans le coma, sédaté, la morphine, je la mettrai en fonction des signes de la douleur qu'il peut présenter. Donc en fait, si avant qu'on sédate, il avait un taux de morphine à temps et qu'il ne montre pas de signes de douleur, il ne va pas l'augmenter, ça n'a pas d'intérêt. La morphine, c'est un médicament comme un autre, un peu plus compliqué qu'un autre, mais qu'on utilise uniquement pour soulager la douleur physique. Donc quand on fait une sédation, je sais que le gros, ce qui se traîne sur Internet, c'est « Ah ben, ton proche, il va mourir parce qu'il a le gros cocktail morphine militaire. » Ben non, en fait, ça n'a rien à voir. La morphine, elle est faite pour soulager. Ça, c'est la première réponse. Une deuxième question. Aujourd'hui, si vous êtes sous curatelle, dans certaines conditions, vous avez le droit de faire une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, dans les conditions de tout le monde. En fonction du degré de tutelle et de curatelle, on demandera également au curateur ou au tuteur d'intervenir et de nous dire ce qu'il en est. Ça n'est pas un empêchement à demander cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. La sédation, alors il y a une question par rapport à un patient qui arriverait dans le coma ou une personne qui n'a pas anticipé. La loi, je ne vous ai pas tout dit parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais la loi, donc, je vous ai parlé de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais la loi oblige aussi les médecins, lorsqu'on arrête un traitement supplétif, un traitement qui permet un maintien de la vie, un maintien artificiel en vie. Je pense évidemment à un respirateur par exemple, mais également à l'alimentation et l'hydratation, qui sont considérés comme des traitements en France, notamment artificiels bien sûr. Lorsqu'on arrête ce type de traitement, les médecins doivent se poser la question, pour un respirateur, la question ne se pose pas, on va s'adapter bien évidemment. Pour l'arrêt de l'alimentation, la question se pose. Petit exemple, j'ai une patiente qui actuellement a une maladie neurodégénérative très avancée, qui ne peut plus du tout communiquer, et cette maladie a progressé très rapidement, elle n'a pas eu le temps d'effectuer une thérapie anticipée. Aujourd'hui, elle ne peut plus manger. La question se pose. Elle est élevée encore, elle dort beaucoup, mais elle a des moments de vie. La question se pose dans notre équipe de savoir
Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Est-ce qu'on va sédater ou pas? Voilà, pour vous dire que de toutes les façons, on va systématiquement se poser la question en fait. Même quand le patient est plus en capacité de demander, est-ce que la souffrance qu'il peut ressentir, qu'on ne peut qu'imaginer, est-ce qu'elle va relever d'une sédation ou pas? Donc toutes ces questions-là sont effectivement travaillées en unité soins palliatifs, mais également dans notre comité. Pascal, est-ce que tu peux repréciser, parce que la question est venue par des soignants, en disant est-ce que vraiment la collégialité est mise en œuvre? Alors la réponse elle est effectivement selon chaque service, mais toi dans l'expérience que tu as, et quelles sont peut-être les difficultés, les enjeux de cette collégialité? Donc effectivement, moi je travaille à la fois en unité soins palliatifs, mais je fais également partie d'une unité de soins palliatifs qui intervient dans l'hôpital où je travaille avec une grosse service de cancérologie. Oui, on essaie de réfléchir ensemble en fait. Donc, dans mon service, quand il y a cette demande de sédation pour qu'on continue l'introduction jusqu'au décès, obligatoirement on fait une procédure. Il peut arriver qu'on sédate un patient en urgence. Quand vous avez quelqu'un qui s'étouffe et qui est conscient, on va pas laisser conscient. Parce que vivre un étouffement, c'est juste terrible. On va le sédater. Et là, on va juste se consulter rapido et on va mettre en œuvre ce qu'il faut pour le soulager. On n'a pas 3 jours pour le faire. Dans d'autres services, il nous arrive d'assister à des réunions aussi avec les soignants du service qui prennent en charge les révélations. Ils se posent des questions, y compris de sédation et de transitoire, et on va participer à des réunions en collégialité, donc médecins, infirmières, aides-soignantes, tous ceux qui participent en fait à la prise en charge. Comme je disais, on a un gros service d'orthophonie, ça on a de gros services de l'oreille. On a une équipe étoffée et qui est psychomotricienne, ergothérapeute, et on se réunit, on a une unité de soins intensifs respiratoires où je vais aussi régulièrement, justement pour travailler sur ces questions. Merci. Oui, vas-y Anne. Alors moi je vais répondre à une question. En qualité de médecin de famille, vous avez une proximité avec les patients. Quelle serait votre position si vous était demandé d'administrer une injection létale à un de vos patients? Alors je vais répondre. Dans la question, il y a déjà la réponse. Donc c'est la proximité avec mes patients et avec tous les hommes qui fait que jamais j'administrerai une injection létale. Autant je pense qu'il ne faut pas s'acharner. Et j'ai des patients encore cette semaine, 90 ans, qui ont une anémie, donc ils manquent d'hémoglobine. Bon, ça veut dire qu'ils saignent quelque part. Et puis, bon, la question, ils auraient 20 ans, on ferait une coloscopie. Moi, la question que je me pose, est-ce que ça vaut le coup? Je discute un peu avec le patient, il est un peu dans les airs, il ne répond pas. Et avec la famille, je lui dis, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on ne va pas partir sur une chimiothérapie invasive et tout? Bah oui. Donc on ne fait pas la coloscopie? Oui, ça oui. Mais administrer une injection létale, pour moi, il y a une ligne rouge que je ne veux pas franchir et que je ne franchirai pas. Et qu'actuellement, actuellement, on ne peut pas franchir. Oui. Et puis la deuxième, comment accepter sur le plan personnel la disparition de la personne accompagnée? Je pense que c'est un aidant qui a posé la question. Alors, je crois que pour être un bon aidant, tout ça avec des guillemets, parce que c'est toujours singulier, il faut avoir consenti au décès de la personne que l'on accompagne. On n'est pas le sauveur, c'est Dieu qui sauve. Même nous, avec le blouse blanche, on n'est pas le sauveur, même si les patients nous disent oh, grâce à vous, tout ça. Non. Moi je renvoie, justement, nos routes se sont croisées. Mais tout ça, c'est un mystère, on lui sauve. Alors en fait, et donc la question serait comment faire quand on n'arrive pas à se dire que la personne qu'on accompagne va mourir? Eh bien, je crois qu'il faut se faire aider et se faire aider par des professionnels. Sinon, on arrive à un épuisement. Épuisé, c'est qu'on n'a plus rien dans le réservoir. Et après l'épuisement, il peut y avoir la maltraitance. On est très ambivalent, on peut en avoir, mais par-dessus la tête même, penser des choses qu'on ne devrait pas penser, mais il faut vraiment se faire aider. Alors le petit livre bleu,
il est pour les soignants, mais il est aussi pour les aidants. Et la SAP, la Société française d'aide, d'accompagnement et de soins palliatifs, prend soin des aidants. Il faut se rapprocher vraiment, il y a des organismes pour ceux qui aident des personnes avec une sclérose en plaques, il y en a avec Alzheimer, les maladies mentales. C'est usant, hein, usant. Et donc, vraiment, prendre soin de soi avant d'aider les autres. Il y avait une question sur le délit d'entrave. Donc je vais vous lire, c'est rapide. Délit d'entrave dans la loi, projet de loi, mais rien de neuf puisque ce délit d'entrave est vraiment, comment dire, il n'est pas créé, il existe déjà le délit d'entrave, notamment dans la loi pour l'interruption volontaire de grossesse. Donc là, le délit d'entrave à l'aide à mourir est créé, c'est ainsi qu'il s'appelle. Je n'ai pas dit aide active à mourir, j'ai dit aide à mourir, c'est ainsi que ça s'appellerait. Sur le modèle de celui concernant l'interruption volontaire de grossesse. L'entrave est définie comme le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris en ligne, soit en perturbant des lieux de pratique de l'aide à mourir et le travail des personnels, soit en exerçant des pressions, des menaces ou des intimidations sur des personnes cherchant à s'informer sur les soignants, sur les patients et sur leur entourage. Les peines encourues pour ce nouveau délit ont été doublées par les députés jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Dernièrement, nous étions dans un service de soins palliatifs et une des personnes présentes m'a dit « mais est-ce que proposer des soins palliatifs comme alternative à une demande d'aide à mourir rentrerait dans le cadre du délit d'entrave ?» Eh bien non, puisque je vous rappelle que dans ce projet de loi, il y a 2 volets, un volet soins palliatifs et un volet aide à mourir. Donc on ne voit pas comment le délit d'entrave pourrait s'appliquer sur une proposition de soins palliatifs. D'accord? Donc, effectivement, il va falloir, si jamais cette loi passe au Sénat et existe telle qu'elle est présentée actuellement, il s'agira d'être vigilant sur la façon dont s'appliquera le délit d'entrave. Mais peut-être qu'il ne faut pas non plus, enfin, il ne faut pas être naïf, il faut être vigilant, mais il ne faut pas se mettre Martel en tête. Personnellement, j'ai travaillé dans un hôpital où il y avait une école de sages-femmes, j'ai vu régulièrement des manifestations d'associations pour dire dans une école de sages-femmes, on ne doit pas apprendre à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Je n'ai jamais vu la police débarquer et je ne pense pas qu'il y ait eu des amendes. Les associations qui œuvrent ce sens pour dire non aux interruptions volontaires de grossesse peuvent s'exprimer. Donc il s'agira de rester vigilant sur la façon dont le délit d'entrave sera considéré si jamais la loi s'applique. Mais c'est vraiment sur le modèle de l'IVG actuellement que c'est prévu dans le texte qui a été amendé au Sénat. Il y a une autre question qui est autour de la loi et un peu plus large que simplement le délit d'entrave. Comment peut-on être sûr de la bonne application de la totalité de la loi pour éviter la même dérive que la loi Veil, donc celle sur l'interruption volontaire de grossesse, où tous les entretiens ont disparu? C'est-à-dire, derrière, c'est la question de la mise en œuvre de la loi. Et c'est pour ça que, pour ma part, moi, je réinterpellais tout à l'heure Pascal Clavier, c'est-à-dire, c'est effectivement la mise en œuvre de la collégialité. Je crois que là, il y a quelque chose qui est important, et c'est vrai que ça demande, à mon sens, qu'il y ait plusieurs choses qui soient travaillées. Du côté des médecins, d'entrer davantage dans la collégialité, et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de services qui pratiquent ça de façon habituelle. La réanimation, des services de neurochirurgie ou autres qui sont habitués à être obligés de mener ce type de réflexion. Mais c'est vrai qu'on a quand même affaire, au niveau du corps médical, à un esprit libéral qui demeure et qu'il y a du boulot encore à faire pour ça. Et la question sera là, si j'ose dire, la largeur de la collégialité. C'est-à-dire comment les autres soignants,
pas seulement les infirmières, mais aussi les autres professionnels. Valérie qui travaille du fait de sa spécialité d'orthophoniste avec, par exemple, des malades cérébrolésés ou pour l'orthophonie, c'est important que d'autres soignants soient aussi intégrés dans ça. Comment la vie de la famille pourrait être intégrée. Mais je crois qu'on ne peut pas laisser reposer ça seulement sur les soignants. C'est-à-dire comment nous, vous, chacun, chacune, nous commençons à parler de la mort en famille. Est-ce qu'on a déjà discuté pour dire bah tiens, comment tu vois ta fin de vie, surtout quand on commence à avancer en âge, hein, comme c'est bien ma situation, bah, j'ai essayé de le faire avec ma sœur, c'est pas simple, mais je crois que c'est important. Et on ne peut pas simplement protester contre le législateur et nos députés ou contre les médecins si nous aussi, on ne fait pas ce travail-là. Peut-être ça vaut le coup de redire un mot. Tout à l'heure, il y en a qui jouaient avec un jeu de cartes, il y en a qui... Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Parce que c'est aussi des outils pour nous aider à, au fond, à mener ces discussions-là. Qu'est-ce qu'a le jeu? Alors, il y a une association qui s'appelle, qui a des initiales un peu compliquées, qui s'appelle Jusqu'à la mort, accompagner la vie, et qui a édité un jeu de cartes qui s'appelle À vos souhaits. Vous pouvez l'acquérir pour 10 € sur leur site. Et en fait, c'est une façon d'entrer en relation. Pour nous tous, on aurait pu faire un atelier, un groupe cet après-midi, justement, autour, avec des vraies questions. Et c'est à nous, chacun, pour chacun, à hiérarchiser, trouver ce qui est le plus important. Et puis aujourd'hui, et puis demain, quelles sont les questions qui sont vraiment importantes pour moi? Donc, il y a des propositions dans ce jeu. Moi, je le pratique avec les patients. Certains me disent, vous pouvez me laisser pour que j'en parle avec mes proches. Et voire même, il y a des patients qui disent, tiens, j'aurais rajouté cette question. Donc, voilà. On mourra tous un jour, mais on ne pourra pas décider de tout, mais on peut quand même donner une teinte à ce temps que nous aurons à dire. Alors Claire-Marie a choisi déjà une carte. J'ai choisi une carte, c'est de pouvoir parler ce qui me fait peur. Sinon, il y a être traité selon mes souhaits, avoir ma famille avec moi, avoir quelqu'un qui m'écoute, s'occuper des affaires non réglées avec ma famille, mes amis, être soulagé de la douleur, avoir un contact humain, ne pas être branché à des machines, ne pas être essoufflé, maintenir la dignité. Et je voudrais bien vous volontiers sur la question qu'on comprend bien. Est-ce que les conditions sont bien réunies? Est-ce qu'on fera bien attention à la collégialité, aux différentes clauses? Il faut quand même savoir aujourd'hui que les conditions pour obtenir une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ce qui est possible depuis la loi de 2016 et qui est une spécialité française, ces conditions-là, il y a plus de clauses et c'est beaucoup plus réfléchi que pour obtenir une euthanasie en Belgique. D'accord? La collégialité sur la Belgique, on ne peut pas dire que ce soit top. Alors, chacun fait ses choix, mais il faut quand même savoir que ce qui existe en France depuis 2016 est beaucoup plus contraignant. Et alors que l'intention n'est pas la même, elle est d'accord. L'intention d'une sédation profonde et continue est bien de soulager la douleur de la personne qui souffre. Et parce qu'il n'y a pas d'alternative, et que ce sont les conditions strictes qui sont réunies. Donc la question de l'intention, de l'intentionnalité, elle est très importante. C'est vrai que sur les titres aujourd'hui, on a pu retenir aide à mourir, et bien sûr ça interroge. Et personnellement, je peux dire que moi, dans les lits, à l'hôpital où je travaille, je ne rencontre pas de militants, je rencontre des personnes qui souffrent d'une maladie et qui préféreraient ne pas être malades, qui préféreraient vivre, mais malheureusement, ils ont peur de leur maladie. Donc, je comprends que ce soit un débat sociétal, je comprends qu'on puisse s'y en inquiéter, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui souffrent
Et que, alors tout à l'heure tu as dit 5% ne sont pas soulagés par les soins palliatifs. De la douleur physique. Hein. De la douleur physique. Il y a une dimension qui est importante aussi, et dans les questions on le retrouve, c'est que la loi Claes-Leonetti, comme vous l'a souligné Pascal, la sédation, une des conditions, c'est d'être atteint d'une maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, quelques heures à quelques jours. Ça ne concerne donc pas les personnes qui ont un pronostic vital qui n'est pas à court terme et qui souffrent beaucoup. Que proposer dans ces moments-là? Et là encore, ça va être l'intention, comment on peut soulager la souffrance de ces personnes. Il y a eu des questions par rapport au suicide assisté et au suivi des familles. Et puis, je vous rappelle que c'est une question pour les mineurs. Je vous rappelle qu'en France, même la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès n'est pas accessible aux mineurs. La loi a été très claire en disant que ça n'était accessible, il fallait être majeur pour pouvoir faire cette demande. Ça ne veut pas dire que les médecins ne considèrent pas la souffrance. Et je vous rappelle que le médecin est le seul décisionnaire. Et que si un médecin décide que son patient relève d'une sédation quelle qu'elle soit, il est tout à fait légitime à mettre en œuvre cette sédation. Dans l'unité dans laquelle je travaille, nous avons un psychologue qui est à temps plein et qui s'occupe d'accompagner bien sûr d'abord les patients, c'est pour eux, et qui s'occupe aussi d'accompagner les proches, quelle que soit la situation du patient en question. Elle fait également ce qu'on appelle de l'accompagnement du deuil, c'est-à-dire qu'elle continue à suivre les patients, les proches, je veux dire, au-delà de la mort de leurs proches. Et donc, on continue par rapport à ça. Il y a de questions qu'on laisse tomber qui que ce soit. Je pense que dans le cadre, si la loi passe, du suicide assisté, bien évidemment qu'il y aura toujours cet accompagnement-là qui sera proposé, heureusement. D'autant plus que les premières études qui sortent par rapport à les législations qu'on peut mettre en place dans les autres pays que le nôtre montrent combien c'est difficile aussi. Le deuil en soi est déjà difficile, pour commencer, mais dans ce cadre-là, ça complexifie encore le deuil pour un certain nombre de personnes, donc il est bien évident que l'on va continuer à accompagner. Il y a eu plusieurs questions concernant l'impuissance que l'on peut ressentir en tant qu'accompagnant, quelle que soit notre position, par rapport à la souffrance, et on parle de souffrance globale dans les soins palliatifs, de la personne qui se sait mourante, qui sait que sa vie va s'achever assez rapidement, et qui, voilà, on se sent impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire au moment de la mort? Il y a eu une autre question. Je pense que le plus important, c'est ce que je réponds aux familles qui me la posent cette question régulièrement aussi, c'est être là. Être là. On n'a pas de baguette magique, ni vous, ni moi, ni aucun des soignants, mais on peut aimer. Quand certains patients me disent, docteur, comment ça sert que je continue de vivre, parce que regardez, je suis au fond du lit, je ne peux rien faire, la maladie m'empêche de pouvoir faire ce que je souhaite, je ne sers plus à rien. Et je leur dis, si, vous avez un énorme pouvoir. Vous pouvez aimer. Il y a des gens autour de vous. Ces gens-là, ils vous aiment. Dieu merci, la plupart sont entourés. Vous pouvez leur donner de l'amour. Et ça, jusqu'à la dernière seconde. Ce pouvoir-là, personne ne peut vous l'enlever. La maladie ne pourra pas vous enlever l'amour que vous pouvez donner à vos proches. Au moment de la mort, ce dont ont besoin les patients, c'est de savoir qu'ils sont aimés. C'est de savoir qu'ils ont une valeur, qu'ils ont du prix à vos yeux. Dans la Bible, il est écrit que tout être humain a du prix aux yeux de Dieu. Et c'est important aussi pour les personnes qui sont en train de faire ce grand passage, de savoir que, oui, qu'ils comptent encore, malgré la maladie, malgré la dégradation de leur corps, qui est visible souvent, mais on ne s'arrête pas là. On les aime quand même, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et on les aime bien évidemment au-delà de leur maladie et des conséquences qu'elle entraîne. Vous avez ce pouvoir-là aussi, quand c'est difficile psychologiquement, vous avez ce pouvoir-là d'aimer et de dire aux personnes que même si la mort arrive,
elles resteront vivantes dans votre cœur, que vous ne les oublierez pas. Et ça, c'est un très grand pouvoir. Merci. J'ai envie de partager là une réflexion, un échange. Une personne qui dit qu'elle a envie de mourir. Et son fils qui lui dit écoute, je peux entendre ce que tu me dis. Nous, on est contents que tu sois encore là. Mais je peux comprendre que tu en aies assez de vivre. Elle était au bout du bout des problèmes cardiaques secondaires à la chimiothérapie qu'il y avait eu pour un cancer du sein assez sévère et tout. Et je crois de pouvoir dire les deux choses est précieux. C'est-à-dire, je peux entendre que tu dises que tu en as assez. Nous, on est content que tu sois encore là. Ça dit à l'autre qu'elle ne pèse pas, même si pour autant ça ne veut pas dire que tout est sain. Et en même temps, on autorise l'autre à pouvoir partir. Parce que de fait, pour chacun et chacune de nous, à des âges différents, nous partirons. Et ça permet de délier l'autre, mais sans lui faire peser et dire qu'au contraire, elle a encore une place, et ça c'est précieux. Alors il y avait une question, trouver la bonne distance entre nos ressentis et sensibilités de soignants avec l'histoire du patient. Alors, si on l'avait trouvé une fois pour toutes, c'est comme dans toute relation, hein, pour prendre soin, il faut deux choses. D'abord, se rencontrer et après, accompagner. Tout ça, ce sont des relations humaines, alors mouvantes comme la nature humaine. Et donc, l'équilibre, il est toujours à chercher et c'est pas un point fixe. Tiens, là, j'ai trouvé la bonne distance, la bonne relation, comme en couple, comme en famille. C'est je pense, un état d'équilibre. Alors moi je me rappelle la physique avec les flèches de tous les côtés, un état d'équilibre où il faut, je pense comme soignant, faire un travail sur soi pour ne pas être le sauveur, parce que quand on se prend pour le sauveur, je suis tout pour mes patients. En plus, si les patients le disent, il faut faire attention au transfert parce qu'après on peut être le bourreau, hein, ou le persécuteur. Et donc, c'est la même personne, hein, qui est sauveur, bourreau, persécuteur. Donc, ça demande un travail sur soi pour voir ses forces, ses faiblesses. L'humilité, ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, mais quand on ne sait pas tout, la société voudrait qu'on dise bah, « je ne sais pas tout, donc tu ne sais rien ». Ben non. Il y a quand même un entre-deux où on essaye de hiérarchiser et il y a quand même, donc je pense que ça demande un travail sur soi quand on est soignant ou aidant et qu'on a besoin de se faire aider. Moi je vois pas comment on peut faire toute une carrière sans avoir le mur qui se rapproche et dire attendez là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'aide, et c'est pas forcément le conjoint ou la famille qui peut aider, parce qu'il faut une distance thérapeutique pour que ça puisse se faire. Et puis, moi j'ai des petits, je vais vous les confier, hein, j'ai des petits drapeaux. C'est des clignotants. Alors maintenant on dit en anglais red flag, alors on dit pas des drapeaux en français, mais bon. Et donc c'est la consommation de café. Quand on en a vraiment besoin pour tenir la journée, ça peut arriver une fois ou deux, mais quand c'est tout le temps et qu'on augmente, à un moment, on est des robots, hein. Et deuxièmement, c'est quand on commence, où on est tenté, en tout cas moi, je vais parler pour moi, de donner mon numéro de téléphone personnel aux patients. Non. Si on a tout anticipé, les patients, ils ont la capacité, et il y aura d'autres personnes, de faire ce qu'il faut. Je ne suis pas le sauveur, hein. Donc moi, je donne pas mon numéro personnel. Et puis, il y a eu mes enfants à un moment qui m'ont dit, donc j'ai 5 enfants, donc je rentrais du travail, en fait, je pensais qu'aux patients, et je rentrais et ils me disaient j'ai mal au bras. Et alors moi j'ai répondu on va le couper. Voilà, alors quand on n'est pas dans son devoir d'état, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église de tout ça. Avant l'Église, je voudrais rappeler que dans toutes ces situations, alors bien sûr on réfléchit, il y a des positions, etc., mais
les débats ne sont pas simplement entre les tenants d'une position et d'autre, les débats, ils nous traversent nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'accompagner un proche. Et bien, entre la théorie que vous pouvez avoir et puis ce que vous expérimentez. Je crois que ça c'est très important. À chaque fois, nous sommes dans une expérience. Il y a quelque chose d'existentiel et pas simplement rationnel. Autre élément, c'est que nous ne vivons pas la vie et nous n'affrontons pas, y compris la fragilité de la vie et la mort, simplement avec des idées. Nous les affrontons avec tout ce que nous sommes. Et nous sommes des êtres de chair et de sang et d'esprit, c'est avec tout ça. Hein, avec le corps, l'âme, le corps, enfin voilà, c'est avec tout ça. Et chaque fois qu'on isole une partie, on risque de faire fausse route. Voilà, ça je voulais rappeler, et par rapport à ce qui est en train d'être dit, nous sommes marqués par une société d'efficacité. Et nous avons peut-être plus de mal que nos anciens à vivre aussi, à accepter d'être pauvre, d'être digne. Et si c'était ça l'enjeu, de savoir être présent, non pas pour... sinon d'être présent. De tout simplement ne pas laisser seul. Puis moi, ça m'arrivait, y compris jeune prêtre, je suis appelé au chevet d'une personne qui avait le sida suite à une transfusion sanguine, et puis je la vois, je la visite, on parle, en rentrant chez moi, vous avez un petit bout amer, Michel, tu as loupé quelque chose, mais je n'arrivais pas à identifier. Hein, et puis je vais revoir cette personne quelques jours après, et voilà, on parle, et puis à un moment donné, je lui prends la main. Et à ce moment-là, je vois un grand sourire. Je me dis, la fois précédente, Michel, tu es toujours tenu à distance. Vous voyez, il y a des choses qu'on apprend aussi. On n'est pas, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent, oh là là, on tâtonne, hein, comme très souvent vous tâtonnez, compris que vous êtes parents, ce qui a marché pour le premier, le deuxième, ne marche pas pour le troisième. Il faut tâtonner, il faut... Ça, je pense, c'est un... Ce que l'Église, elle dit deux choses. Elle dit d'abord, la mort, ça fait partie de l'aventure. La mort, ça fait partie de l'aventure. Mais elle dit en même temps, c'est pas la même chose d'affronter la vie. Au commencement bien, à la fin bien. Et au commencement, un amour qui nous porte. Et au terme, un amour qui nous attend. Ça ne veut pas dire que la mort est facile. Et vous connaissez comme moi je connais des prêtres qui ont aidé des personnes à bien vivre des passages, et quand ça a été l'horreur à eux, ça a été le drame. Voilà, donc, moi je ne sais pas comment je réagirai. Mais je sais que hier, quelle journée, avant-hier, après-midi, je suis allé voir une personne, Hélène Dixpier, peut-être que certains la connaissent, qui est décédée dans la nuit dernière. Et voilà, on m'avait dit que voilà, ça touche la fin, j'étais là, elle était sur son lit, incapable de savoir si elle entendait quelque chose, il y avait quelques personnes, on a prié. Et puis à un moment donné, dans cette prière, je lui ai dit merci, au nom personnel, au nom du diocèse. Je lui ai dit aussi à un autre moment, Hélène, tu peux lâcher prise. Voilà, je pense que c'est important aussi de... C'est pas parce qu'on n'a pas les modes de communication qu'il faut dire, on ne peut rien faire, on s'échappe ou... Non, il faut risquer. Il faut risquer. Il faut risquer, y compris la relation, y compris toutes les relations, vous savez, ne se jouent pas simplement dans les concepts, dans les échanges immédiats. Ça, je tenais à... Voilà, je pense que c'est ça. Alors que dit l'Église? Bon, la mort fait perdre la nature. Elle dit aussi, pas d'acharnement thérapeutique. L'objectif, c'est pas de gagner 2 heures, 2 jours. L'objectif, c'est, puisque la mort fait partie de l'aventure, c'est de le vivre au mieux. Et je me rappelle, il existe une prière qui s'appelle la prière pour la bonne mort. Observez, etc. Oh mon Dieu, la dernière de toutes les grâces, la grâce que je vous demande, c'est la grâce d'une bonne mort.
Quelques mauvais usages que j'ai fait de ma vie, que vous m'avez donné, accordez-moi de la bien finir et de mourir dans votre amour. Autre manière de le dire aussi, voilà, la question y compris de la vie et la mort fait partie de l'aventure, c'est pas simplement une question médicale, technique. Ça touche à tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons été, jusqu'à l'heure de notre mort, il y a tout ça. Et voilà, on peut soulager. Vous savez, il y a pas de souffrance physique, mais voilà, moi je connais. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à pardonner. Et quand la personne sait bien pouvoir parler. Et pouvoir, y compris, s'entendre dire, y compris parce que moi je me souviens d'une personne qui n'arrivait pas à pardonner parce qu'elle avait été objet d'abus de la part de quelqu'un de l'église. Et je me souviens, voilà, je ne connaissais pas plus que cette personne, mais on m'avait dit, est-ce que vous pouvez passer? J'étais allé, et je lui ai tout simplement pris les mains. Et elle m'avait parlé un petit peu, et j'ai dit, écoutez, vous souffrez ça, mais moi, je vous demande pardon. Et ce que je sais après, à la suite de cet échange, je sais que cette personne a vu le grand passage en paix. Vous voyez, il faut se risquer. On n'est pas des sauveurs, on ne peut pas tout, mais voilà, ce que l'on peut, chacun pour sa place, est capable de. Donc pas d'acharnement thérapeutique, c'est pas simplement avec la sédation, hein, mais quand j'entendais tout à l'heure de la voix, le message, est-ce que ça vaut le coup dans. Oui, on ne va pas enclencher ce traitement. On est en train de décider que la personne va vivre un peu moins longtemps. C'est bien ça, hein? Le prêtre que je connais, on lui dit, le traitement, vous en avez pour un an, pas de traitement, vous en avez pour 3 mois. Il y a une décision, elle n'est pas sans conséquence. Donc l'objectif, c'est pas toujours tirer la corde de la vie absolument, hein? C'est aussi comment cette dernière étape de la vie, on va la vivre mieux. Et comment on va la vivre aussi, hein, pour que ça ne soit pas une agonie. Et je vous rappelle quand même, y compris au moment de son agonie, que dit Jésus. Mais c'est possible que cette heure s'éloigne de moi. Il ne dit pas, bon, allez-y, il faut y aller, hein, et plus je vais souffrir, mieux ça va être. Hein. C'est pas ça qu'il dit. Hein. Il est possible. Autre élément que j'ai en compte, donc la sédation. L'Église, hein, elle n'est pas contre la sédation profonde. Si l'intention n'est pas d'abréger puis une espèce de paravent pour provoquer la mort, mais c'est de dire l'heure est venue. Moi, ça m'est arrivé, y compris avec des pompiers qui étaient en train d'essayer de ranimer un prêtre, qu'au bout de 20 minutes ou une demi-heure, je leur dis peut-être que l'heure est venue. Alors ils me regardent, puis ils continuent un peu, puis après ils me disent, vous savez, nous, notre crainte, c'est que des gens portent plainte parce qu'on n'a pas tout fait. Et à un moment donné, donc vous voyez, on est pris par toutes ces contraintes qui nous traversent les uns et les autres. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, on n'est pas, si l'intention n'est pas, mais c'est de soulager la souffrance, quitte à ce que ce soulagement accélère un petit peu. Mais l'intention n'est pas, c'est d'abord de soulager la souffrance, parce que l'objectif et la volonté, c'est pas non plus de faire vivre une agonie. Parce que il y a bon, ça suffit. J'ai quelque chose à vous dire, monseigneur. Pardon? J'ai 2 questions. Premièrement, la loi de l'amour, c'est Dieu. Le bon Dieu, il est l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, je ne suis pas en fauteuil roulant, je ne suis jamais handicapée. J'ai tout ce qu'il faut et j'aime tout le monde. Juste pour rajouter, vous avez peut-être vu l'an dernier, la soeur dont on parlait avec Claire, a fait une grande campagne dans l'affichage, notamment dans les métros, en disant qu'avec des beaux dessins d'un artiste qui s'appelle Étoile, et les soins palliatifs, c'est rajouter de la vie au jour, et pas rajouter des jours à la vie. C'est rajouter de la vie au jour. De manière très concrète, on parle des directives anticipées. Je pense que si on ne trouve pas les mots pour parler de la mort avec ses proches, on va
une formation dernier secours et puis on va trouver les mots. Et il y a une place où on les trouve facilement, hein, c'est dans le tiroir de la table de nuit. Donc c'est là qu'il faut les mettre. Autre réflexion, enfin, à partir de mon expérience aussi d'accompagnement de personnes malades et qui approchent du grand passage, c'est accepter que la même personne puisse dire plusieurs choses. Que de ne jamais faire un arrêt sur l'image. Moi je suis frappé, y compris, ça m'est arrivé de conseiller des personnes qui me décrivent, etc. Et qui me confient après. En fêtant leur cas, j'avais l'impression de lire le livre des psaumes. Il y a des jours où il y a un cri de désespoir, d'incompréhension, de révolte, et puis le jour d'après, c'est un jour de... Et pourquoi nous voulons comme figer la vie simplement sur une expression? Or, y compris quand on accompagne, on est témoin, on est auditeur qu'on n'est pas là 24 heures sur 24. Hein, et puis donc ça, ne jamais enfermer simplement dans un mot qui serait le dernier mot. Il y a plein dans la vie, parce que ça ressemble au livre des psaumes. Et accepter aussi. Parfois les chrétiens, y compris, parfois ils veulent être trop polis avec Dieu. Non, on n'a pas de prier comme les psaumes, on a le droit de crier comme Jésus. La prière, c'est pas fait pour être poli. Vous savez, quand c'est poli, moi je vais de temps en temps à la préfecture, il y a des réunions, il y a même un chef du protocole, tout se passe bien, mais il ne se passe rien. Alors si la prière c'est ça, ça n'a aucun intérêt. La prière c'est pas un cri. Parce que c'est des cris qui viennent pas simplement qui viennent des tripes. Nous avons des tripes. Et ça c'est très compris, c'est qui fait aussi que des soignants, des accompagnants, ils peuvent crier aussi. Y compris parce que j'aime beaucoup ce psaume, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné. Ça commence par ces mots. Ça ne se termine pas par ces mots. Et puis, dans cette prière, c'est un combat. Pourtant, nos pères nous ont dit que tu étais un Dieu. Oui, mais moi, je suis dans la mouise. C'est vraiment pas du tout ce que j'expérimente. Et comme s'il y avait une mémoire, y compris parfois difficile, qui aidait à retrouver, y compris de la paix. Voilà, c'est pour ça, dans notre manière d'accompagner, y compris quand ce sont des croyants, de les autoriser à pleurer et à crier. Je crois qu'on va arriver au terme de notre parcours. Juste peut-être encore un mot. Oui, peut-être avant. J'espère que vous gardez plein de questions, parce que le but, c'est que ça reste vivant, cette question-là. Seigneur Pansard a souligné la complexité et la richesse de ce que nous portons chacun. Nous ne sommes pas un ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est une vraie richesse. Pascal l'a souligné encore. Par contre, ça, il faut le garder bien vivant, avec nos singularités. Mais de l'autre côté, ce que nous avons à faire, c'est de continuer à nous informer. J'ai vu circuler une question sur justement qu'est-ce qui a pu motiver l'avis du CCNE, l'avis 139 de septembre 22. Je vous invite à aller lire, chercher sur Internet l'avis 139 du CCNE et vous verrez tout le détail qui les a amenés à porter cette conclusion et cette proposition. C'est pas loin à lire, c'est clairement exprimé, voilà. Il y a aussi la question des mots, les mots de la fin de vie. Parfois, derrière un mot, on ne met pas tous la même définition, et encore moins le même ressenti. Donc c'est important d'aller chercher à la source, une des sources que je peux vous proposer sans grand risque. C'est un petit livre que j'ai acheté à la procure à Évry. Donc vous voyez, c'est facile à trouver. Qui en fait est la traduction d'un livre qui a été écrit par le père Carlo Casalone de l'Académie pontificale pour la vie au Vatican et qui a été traduit en français par Agatha Zelensky, qui est une Zavière, philosophe, ainsi que Marie Jotine. Et vous avez un petit lexique, c'est le petit lexique de la fin de vie, vous avez les mots clairement expliqués. Et en plus, si la lecture ne vous convient pas beaucoup, jeudi prochain, aux facultés de Loyola à Paris, mais aussi accessible en visio, ils interviendront pour présenter ce petit ouvrage et parler effectivement autour de la fin de vie. Merci.
deux réflexions finales, enfin pour moi. Parler de la mort. Ne pas la cacher, en particulier aux jeunes. Moi, je me souviens, c'était l'année où j'allais être ordonné, mon grand-père meurt dans son lit. Voilà, et puis il y avait en Bretagne, puis les jours qui suivent, il y avait des visites, et puis il y avait, à un moment donné, j'avais un petit neveu qui était en train de jouer, puis il vient à côté de moi. Et il me donne la main, il me dit « Michel, Pépère, il dort ?» Je lui dis « Oui. »« Il dort pour toujours ?»« Oui. »« Tu peux aller lui faire un baiser ?» On est allé lui faire un baiser. Et puis, 5 minutes après, il était en train de jouer avec ses jouets. Voilà. Voilà. Bon, il faut reconnaître que, y compris moi j'ai fait l'expérience, que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce que les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents sont encore en vie, l'expérience qu'ils font de la mort, c'est souvent sous forme dramatique. La mort accidentelle d'un copain, un suicide, etc. Et donc, ça, donc ne cachons pas. Et puis, je vous appelle aussi, y compris, on a aidé les uns et les autres à de la cohérence. Serviteur de la vie, de son commencement à sa fin naturelle, mais aussi entre deux. Il ne faut pas gommer les dents. Ben, excusez-moi. Hein. Et puis ça veut dire que ça a un coût. Tu as le prix aux yeux de Dieu, tu as le prix à nos yeux, tu as le prix aux yeux de notre société. Alors est-ce que notre société s'est terminée? Nous aussi, on est prêts à mettre un peu le paquet. Or, je suis toujours surpris quand les mêmes qui poussent ça ne veulent pas payer plus d'impôts. De temps en temps, il y a un peu de cohérence à avoir. Vous voyez, hein, je dis ça un peu brut de décoffrage, mais je pense que de temps en temps, il faut aussi assumer le coût de nos choix. Ce n'est pas simplement les coûts financiers, hein, mais les coûts parce que ça touche à la solidarité familiale qui se diminue, hein, pour plein de raisons, parce que les habitats sont plus petits, parce que etc. Mais merci à vous 6. Voilà, pour cette belle après-midi que vous nous avez fait vivre. Je ne vais pas vous citer chacun, mais vraiment, voilà, un grand merci, mon Seigneur de compris. Et c'est en questionnement, hein, ce sujet est en questionnement. Et nous vous donnons rendez-vous au Festival de solidarité et de l'écologie qui aura lieu les 11 et 12 avril. Vous avez un tract dans votre dossier aussi, où nous continuerons à réfléchir sur ces questions. Voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme. Valérie, tu nous as donné une piste. Pourquoi pas faire un atelier avec le jeu de cartes? Voilà. Bon, il y aura différentes choses. En tout cas, retenez la date et venez. Il n'y aura pas que la fin de vie, il y aura plein d'autres choses. Et c'est Gaëtan qui est délégué de César pour la solidarité et l'écologie qui est à la manœuvre pour cette journée-là. Et les différentes pastorales et les différents mouvements de notre diocèse, nous participerons à cette journée et vous proposerons différents sujets. La pastorale de la santé, en lien avec le groupe de bioéthique, continuera à proposer sur la fin de vie. Voilà, donc c'est pas fini, on continue. Ah bon. La conclusion générale, c'est la conclusion, aujourd'hui, ce sera regarder l'étoile. Regarde l'étoile. C'est la prière de Saint-Bernard. On chanson. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile,
le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Si regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au fond, elle te guidera. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Merci. Merci beaucoup.